Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Itinéraire bis. Aujourd'hui, nous posons nos valises à Rouen, ville de 110 000 habitants, le long de l'Axe Seine, située au cœur de la Normandie. Alors, à Rouen, on connaît particulièrement la cathédrale, la rue commerçante du Gros Horloge ou bien encore la place du Vieux Marché. On sait moins ce qui se cache derrière ces façades. Dans cette émission, nous allons vous parler d'un hôtel particulier, d'une chapelle transformée en appartement, d'usines réhabilitées. Eh bien écoutez, c'est parti pour cette émission. Je rejoins Alain Robin qui va nous parler de l'hôtel d'Aligre. Bonjour Alain. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Merci beaucoup de nous recevoir. Mais ça me fait plaisir de vous recevoir dans les jardins de l'hôtel d'Aligre. Et l'hôtel d'Aligre, c'est ce bâtiment. Mais oui. Et il était quand même très très bien caché. Mais c'était le plaisir des hôtels particuliers. Alors vous le voyez ici, côté jardin, par opposition à l'autre côté. De ce côté-là, il est en pierre et briques de Saint-Jean. Il y a beaucoup d'hôtels particuliers comme ça cachés dans Rouen? Certainement. Il y en a un nombre certain. Mais celui-ci, il est particulier parce que vous y vivez. J'ai la chance, effectivement, de vivre à côté, pas loin de ce beau jardin. Et ça fait quoi? Et ben, c'est tout à fait impressionnant. De chez moi, j'ai la chance de voir Saint-Maclou, la flèche de la cathédrale. Parce que là, on est au cœur historique de Rouen. On est au cœur historique de Rouen et près du centre-ville, vraiment. Bon, bah vous allez me faire visiter? Mais autant que vous voudrez. C'est parti, on y va. On y va. Avant de continuer notre visite, partons à la découverte de lieux de vie extraordinaires. Une maison art déco qui n'a pas été transformée depuis sa construction et un monument qui, lui, a été réhabilité en appartement. Visite de ces lieux si particuliers. Nous sommes ici, un peu à l'extérieur de l'hypercentre-ville, une zone qui s'est urbanisée au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le propriétaire de la pharmacie de la cathédrale a acheté ce morceau de terrain où nous sommes pour y construire une maison. Non pas pour lui, mais pour sa maîtresse. Il va solliciter le même architecte qu'il a sollicité pour la pharmacie de la cathédrale. Il décide d'utiliser l'art nouveau. Une des particularités de cette maison, c'est qu'elle est entièrement symétrique. La couleur est identique, les mosaïques autour de la maison sont identiques, tout est identique. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la face nord et la face sud. On aimait bien à l'époque ces couleurs assez vives. On le voit à l'extérieur avec l'utilisation de briques de couleurs différentes, par exemple. On a vraiment deux espaces séparés dans cette maison. Nous sommes ici à l'emplacement de la chambre couchée de la propriétaire. À l'époque, c'était beaucoup plus ouvert que maintenant, car elle voulait pouvoir contrôler tout ce qui se passait. L'espace au-dessus, c'est l'espace de la bonne. Et c'est d'ailleurs tout à fait explicite parce que le seul escalier qui permet de monter dans les étages, c'est l'escalier qui passe par la cuisine. Il y a des choses quand même que j'ai amenées dans la maison, entre autres tous les tableaux et tout, parce que j'aime bien, mais je n'ai pas ajouté grand-chose en fait. Elle a été dessinée comme ça, c'était pas le but quoi. On est dans un ancien couvent. Entre 80 et 100 personnes résidaient à cet endroit-là. Et au fil du temps, l'effectif s'est réduit. Et au moment où on a pris possession du lieu, c'est-à-dire dans les années 2015-2014, il n'y avait plus que 3 ou 4 personnes à l'intérieur, ce qui a poussé la congrégation à vendre le bien. Des chapelles un peu de ce type-là, il y en a un peu partout en France. Toute la partie basse de la chapelle était complètement dans l'ombre, ou tout du moins n'avait pas des vues sur l'extérieur. Il a fallu percer les murs tout en gardant l'esthétique de la chapelle pour faire rentrer la lumière à l'intérieur du projet. M'imprime est un maître d'ouvrage qui a pour vocation à travailler sur des dossiers atypiques et des dossiers différents des autres. Nous avons acquis la chapelle en 2009 ou 2010 pour y réaliser des logements de très haut standing. Il y avait des traces forcément de pollution, hein, puisque à 150 ans, il faut nettoyer. Donc tout a été nettoyé, sablé, repris pour les éléments importants. Et derrière, nous avons raccroché un certain nombre de cloisons. Et d'ailleurs, vous pourrez constater, si vous regardez, que même les cloisons ont été découpées en suivant les dentelures des voûtes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour entre les deux.
l'environnement global du site amène une certaine sérénité. Il faut savoir qu'ici, on est extrêmement abrité du bruit, vous pouvez le constater vous-même, ce qui fait qu'en fait, on est une espèce de cocon où on ouvre une porte sur un espèce de paradis qu'on n'imaginait pas exister, si ce n'est de vue d'avion. Nous sommes toujours à l'hôtel d'Aligre avec Alain Robin, un des propriétaires des appartements qui se situent dans cet hôtel. Alain, racontez-moi un peu l'histoire de cet endroit. Eh bien, écoutez, je crois que la première chose, c'est dire qu'on est juste à côté de l'endroit où il y avait, au début du XVe siècle, l'hôtel des presses, par un dénommé Dufour, qui s'est beaucoup investi dans l'église Saint-Maclou, puisqu'il a donné, et que le roi Louis XI a voulu l'anoblir. Et alors, quand on lui a demandé quel était son apanage, comment fallait dire, mais j'en sais rien, moi j'ai mes fers à repasser, j'ai mes fours. Bah, très bien, vous serez Dufour des presses. Il a donc été anobli au nom de Dufour des presses. Cet hôtel particulier, il a changé de main, donc de différents propriétaires, jusqu'à arriver dans les mains de la famille Aligre. Oui, monsieur d'Aligre était le gendre de monsieur de Senneville, qui était le propriétaire de l'hôtel. Monsieur d'Aligre, qui à ce moment-là n'était pas encore premier président, mais ce qu'il allait devenir, premier président du Parlement de Paris jusqu'à la Révolution. Et ce nom d'hôtel d'Aligre est resté au fur et à mesure des années. Absolument. Alors il y a aussi une autre anecdote, on se trouve là dans un jardin. Il y a une anecdote un peu sympathique sur le théâtre, le fameux côté court, côté jardin. Vous pouvez m'en parler, qui illustre bien un hôtel particulier? Alors on est justement dans le jardin qui n'est pas celui qui est en question, mais effectivement, d'une manière tout à fait caractéristique de l'époque, Henri IV, Louis XIII, on faisait des hôtels particuliers entre cours où se passaient les entrées des uns et des autres, et jardin de l'autre côté, qui était quelque chose de beaucoup plus sympathique et beaucoup plus ouvert. Nous ne sommes pas dans l'unique jardin secret de la ville de Rouen. Pendant leur balade, les visiteurs peuvent observer des feuillages dépassés de certains murets. Une promenade s'impose. Ambiance bucolique, havre de paix au cœur de la ville, de nombreuses bâtisses rouennaises sont entourées de jardins extraordinaires, cachés de la vue des passants. Surplombant les hauteurs de Rouen, derrière une porte, un jardin, une maison d'hôte. C'est celle de Baudouin et Catherine. Ces deux Belges ont quitté leur pays d'origine pour habiter cette demeure de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ici, les deux propriétaires ont pris leur temps pour tout aménager à leur goût. Le visiteur peut contempler le parc dans une ambiance surannée et poétique, pleine de charme. Ce jardin d'hiver, baigné de lumière, donne sur une terrasse dallée de granit de Chine, tranquillité, quiétude et douceur de vivre, le parc invite au repos. Autre lieu, autre ambiance, à proximité d'un boulevard populaire de la rive gauche de Rouen, se trouve le jardin de Franck et Martine Fontaine. Conçu pour agrémenter leur maison d'hôte, ce jardin était qualifié de véritable forêt vierge avant d'être entièrement aménagé par le paysagiste Alexandre Thomas. Intimiste, ce jardin forme une unité avec la maison et isole totalement la propriété de son environnement urbain et du tumulte de la ville dans ce secteur pourtant hyper urbanisé. Et beau en toute saison, ce jardin offre la tranquillité et une coupure hors du temps aux invités. Pour vivre heureux, vivons cachés, sans doute le secret du bonheur pour ces jardins secrets de la capitale de Normandie. Nous sommes toujours avec Alain Robin. Alain, on est maintenant dans la cour d'honneur de l'hôtel d'Aligre. Et puis cette cour d'honneur, elle a une conception très particulière. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Elle est toute simple. C'est que chez des nobles qui accueillaient beaucoup de visiteurs et de parlementaires, les gens ne venaient pas à pied, mais on venait en carrosse. Et alors, après avoir passé à travers la sale rue au Drobec, là, ça qui sentait mauvais,
On entrait, on passait par le couloir, et puis on arrivait avec le carrosse, et l'invité descendait, et le carrosse pouvait tourner dans ce qui est actuellement rigoureusement la dimension d'une piste de cirque. Et les invités pouvaient donc voir cette magnifique devanture. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses de l'architecture ou des artistes et des artisans qui ont travaillé sur ce bâtiment? On sait pratiquement rien. C'est comme toute la construction des hôtels particuliers de cette époque-là. Il fallait faire digne, il fallait être bien. Par conséquent, on avait des hauteurs sous plafond importantes. On avait des sculptures ou des décors qui étaient intéressants. Alors ceux-là, ils ressemblent effectivement à des sculptures, mais tout à fait du XVIe siècle, d'Androuet du Cerceau, un bon architecte connu à Paris, et qui a construit, entre autres, comment dirais-je, la Fontaine des Innocents ou bien l'hôtel de Sully. Au XIXe siècle, l'ensemble des ferronneries et des serrures de l'hôtel de la Livre sont changées. Oui, parce que tout était en ruine, littéralement. Et j'imagine, enfin je suis même certain, que c'est le ferronnier Ferdinand Marou qui a réinstallé toutes les ferronneries aux fenêtres et sur des dessins, effectivement, de M. Marou, probablement repris à partir de la rampe d'escalier qui existait sur le côté. Poursuivons notre itinéraire avec Ferdinand Marou, ferronnier. C'est un des personnages emblématiques de Rouen. Allons sur les traces d'un homme qui a marqué de son empreinte le patrimoine culturel de Rouen. Nous sommes à côté de la gare, ce qui fait que quand on arrivait à Rouen, on sortait de l'autre côté de la gare, au nord de la gare actuelle, et on passait obligatoirement devant cette maison. Et c'est là que Marou a eu l'idée de décorer sa maison avec les produits de son art. C'était en fait de compte un présentoir de toutes ses réalisations. C'était une façon qu'il avait de montrer ce qu'il faisait. Quand Ferdinand Marou est mort, les héritiers ont été contraints de vendre cette maison, qui a été pendant un temps un restaurant, jusqu'à ce que ce soit acheté par l'État, qui en a fait la maison du patrimoine. Devant sa fenêtre, il y a une église, juste là-bas, de l'autre côté de la gare. Et c'est lui qui a fait le clocher de l'église, de façon à voir de chez lui son œuvre, sa réalisation, le clocher de son église paroissiale. Ferdinand Marou va venir s'installer ici en 1900. Il connaît bien le quartier, il a des clients potentiels. Alors Ferdinand Marou voulait montrer le produit de son art. Il a donc décoré cette agence de vente comme il avait décoré sa maison avec de la ferronnerie. Son agence de vente va être vendue après sa disparition. Ça va devenir une imprimerie Roussel pendant un bon moment, avant de devenir ce qu'elle est à l'heure actuelle, un excellent magasin de gâteaux, Dame Cake, comme son nom l'indique. L'intérieur a changé depuis l'époque de Marou, bien sûr. C'était également complètement surchargé de ferronnerie, puisque c'était son magasin de vente. Donc il est bien qu'il montre ce qu'il avait. Le magasin actuel a conservé quelques éléments de cette décoration qui agrémentent quand même assez largement, en particulier la pièce du premier étage. Ferdinand Marou est devenu une personnalité rouennaise. Donc, comme toutes les personnalités rouennaises, le lieu pour sa résidence éternelle, c'est le cimetière monumental. Oui, le cimetière monumental a un énorme avantage. C'est d'avoir une vue formidable sur la ville. D'ici, on a la vieille ville. Alors, il va faire une tombe familiale. Et bien sûr, cette tombe familiale, qui est derrière moi, il fallait qu'elle soit le produit de son art. Donc, elle est en cuivre. Alors, c'est sous la forme donc d'un cercueil supporté par des pieds d'animaux griffus, avec des draperies dessus, une couronne, avec un certain nombre de symboles que l'on retrouve sur beaucoup de tombes de l'époque. C'est le cas en particulier des sabliers que l'on voit devant.
Le sablier, c'est le symbole du temps qui s'écoule, le temps qui passe. Également des torches qui sont de part et d'autre, qui rappellent l'âme éternelle, en quelque sorte. Nous sommes toujours avec Alain Robin, nous sommes maintenant dans son appartement. Merci de nous recevoir chez vous, Alain. Mais ça me fait plaisir. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de ce lieu après-guerre. Ce lieu, il a changé, il a évolué, il appartient à la ville de Rouen. C'est quoi la suite pour lui ? Ben, la suite, la ville de Rouen, j'allais dire comme toutes les villes qui ont subi des dégâts, est obligée de se reconstruire. Et la ville cherche partout les terrains disponibles, les moins détruits, pour reconstruire quelque chose. Et elle connaît plutôt cet hôtel d'Aligre. Elle l'a proposé à une banque probablement de le racheter, mais bien sûr avec un cahier des charges bien précis. Vous êtes dans un secteur sauvegardé avec un hôtel particulier qui est classé au monument historique. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et là, le lieu se transforme, l'hôtel d'Aligre devient des appartements, un bureau également, et tout autour de l'hôtel d'Aligre, des immeubles poussent. Oui, mais dans le cahier des charges, il est inscrit que ça doit constituer un ensemble autour de l'hôtel d'Aligre. Et c'est la raison pour laquelle il s'est installé là où il y avait un logement il y a bien longtemps, une soixantaine de logements. Comment on s'approprie quand on est architecte un lieu comme celui-ci ? On est bien obligé justement de faire attention à préserver l'unité architecturale de l'ensemble. La rue d'Amiette qui est juste à côté, l'hôtel d'Aligre, les maisons à colombages. Mais s'approprier, il y a essentiellement une question d'âme avant le reste. Vous me précisiez tout à l'heure qu'on a récupéré des colombages, oui. Et on a construit les nouvelles maisons avec ces colombages. Oui, ou plus exactement, on a utilisé ces façades entières de colombages pour en refaire effectivement des constructions. Merci beaucoup Alain de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Témoin d'une riche histoire industrielle, de nombreuses usines ont été réhabilitées le long des différents cours d'eau du département. Pour achever cette émission Itinéraire bis, découvrons 2 exemples de réhabilitation remarquables de ce patrimoine. Nous sommes ici dans la partie teinturerie de l'ancienne teinturerie Auvray. Donc c'est une teinturerie qui date de la fin 18e, construite entre 1784 et 1787. Cette salle-ci était la salle de tramage, qui était une technique de préparation des tissus. Toute cette partie-ci est une partie qui était ouverte complètement, ce qui permettait d'évacuer les fumées. Nous sommes ici dans le rez-de-chaussée du bâtiment Maison de Maître. Cette façade a été faite entièrement en briques sans colombage, qui pour l'époque était assez atypique. Elle était même recouverte de plâtre blanc pour donner plus de cachet et plus d'importance à ce bâtiment proprement dit. La rénovation a commencé en 2007, me semble-t-il, 2007-2008. Elle a duré pas loin de 2 ans. Ils ont essayé de garder le maximum de traces de la teinturerie du 18e. Mais les 2 escaliers sont également les 2 parties originelles de la teinturerie Auvray et du bâtiment du propriétaire. Donc la rénovation a eu pour but l'ouverture de l'auberge de jeunesse de Rouen, qui a ouvert ses portes en 2010. Nous sommes ici dans la partie extension, qui est la partie moderne, qui a été construite afin de faire le trait d'union entre la teinturerie et l'ancien bâtiment, la maison du propriétaire. Vous êtes au cœur de l'ancienne usine fromage, qui est une usine de textile qui a été construite fin 19e et en 1985, c'est devenu une école d'architecture.
Je suis touchée parce que c'était une usine avec des ouvriers et aujourd'hui nous avons une école d'architecture avec des ouvriers de l'architecture qui travaillent donc sur les questions architecturales, urbaines et paysagères. J'aime à croire que ce bâtiment influence très positivement nos étudiants. Les étudiants ont au quotidien, sous les yeux, ce témoignage de cette expérimentation. Et puis, c'est également un lieu qui est ouvert au public parce qu'on fait souvent des conférences. En tout cas, c'est comme cela que l'entendait le projet d'établissement de l'école d'architecture de Normandie. C'est une invitation à la découverte de l'architecture. Pour le prochain numéro d'Itinéraire Bis, nous serons au Havre, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa plage, son volcan. Mais je ne vous en dis pas plus, à très vite pour une nouvelle émission.